Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. L'émission à racaille qui vous causera ce matin dans le poste, chers auditeurs, auditrices, auditeurs, de Rembrandt 4, Jodenstraat, Amsterdam. Voilà, c'est le thème de l'émission. Vous pouvez nous retrouver sur le blog de l'émission, justement, www.arracaille.fr. Vous venez d'entendre ce groupe mythique de Noir Désir, comme tous les mardis matins. Et la citation, pour une émission qui sera consacrée, évidemment, je viens de le dire, à Rembrandt, une émission aussi qui est un regard en marge sur l'art. J'insiste bien sur en marge sur l'art, c'est-à-dire que ce ne sont pas des scientifiques ou des historiens d'art qui vous causent de ces choses-là dans le poste, mais des comment dirais-je, des passionnés, oui, si on peut dire ça comme ça, oui, des passionnés de la chose artistique. Mais c'est aussi cette émission, on essaye de dénoncer les sales coups de la politique politicienne, et en ce moment, on est gâté. Enfin, on est gâté. Pour de rire, hein, parce qu'en fait, c'est toujours aussi tragique. Voilà. La citation, évidemment, écoutez bien, c'est une citation de Jean-Jacques Rousseau. Les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n'ont rien. Et depuis Jean-Jacques Rousseau, et même bien avant, il n'y a rien de changé sous le ciel. Voilà, bonjour, je rappelle le numéro du studio. 01 43 71 89 40 si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales. Je m'en allais chercher des oies du côté de fouiller les oies à bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille au frais minois à bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur à bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour de France? Non, mais j'ai fait des tours, des détours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de quoi qu'elle me dit, des tours de Vélandardy. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Vous parlez d'un raisonnement? Coureur. Enfin, c'est vrai. Bon. Dans les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons de bicyclette. Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein de bicyclette. Près d'un tournant, il y avait un bois où l'on se dirige à ma foi à bicyclette, à bicyclette. Mais comme elle roulait près de moi, voilà qu'elle me fait presque à mi-voix à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Vous savez faire la cour? Oui, que j'y réponds, car pour de ce qui est faire la cour, je la fais chaque jour. La cour est qui me dit? La cour de la ferme, pardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Vous parlez de raisonnement? Il fallait pas qu'elle soit intelligente pour toujours dire ça. Enfin, bon. Dans le bois, j'y disais, voyez donc, sans boussole, nous guidons des bicyclettes. Mais elle répétait pleine d'ardeur que j'étais un coureur, à bicyclette. Je l'étais pas, ça s'est couru, mais alors je le suis devenu à bicyclette. On est là, je peux pas rien dire. Et comme je courais vers le but, voilà qu'elle me fait comme au début. À bicyclette, on est là, à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. J'irai 10 ans courant, car je continuais de courir vers le but à conquérir. Vous êtes au courant. Mais à force de courir, parcourir, discourir, le vélo s'est dégonflé et je suis pas arrivé. Moralité,
Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Comme l'a si bien dit la... Voilà, c'était Bourvil, la bicyclette. Oui, une chanson qui sent bon la joie de vivre, qui une ode à la bicyclette qui le méritait probablement il y a quelques années de ça, quand les bicyclettes étaient pas majoritaires comme elles le sont en Batavie et plus particulièrement à Amsterdam, où nous étions avec mes camarades piquet-couilles il y a 2 semaines, je crois, ou quelque chose comme ça. Voilà. Oui, un vrai danger public, les bicyclettes à Amsterdam, faut dire que c'est vraiment, parce que alors, c'est ce que me faisait remarquer ma camarade de cette émission, quand les gens sont majoritaires dans une discipline, ils font chier tous les autres. Voilà. Et là, c'est le cas à Amsterdam où les vélos ont toute la place, ils ont des pistes cyclables équivalent à des routes presque, et les piétons, alors rien du tout là. Je veux dire, en plus leur bicyclette, ils les garent. Par exemple, sur les ponts, il y en a beaucoup à Amsterdam puisqu'il y a beaucoup de canaux. Il les gare le long d'un pont. Ils sont accrochés aux rambardes du pont et vous pouvez même pas passer sur le trottoir. Donc, vous êtes obligé de temps en temps de vous mettre sur la route. Et là, ils gueulent parce que, mais vraiment, méchant. Et il paraît qu'il y a beaucoup d'accidents de piétons dus aux bicyclettes à Amsterdam en particulier. Mais ça doit être dans toute la Batavie, ça doit être généralisé. Alors que les voitures, miraculeusement, elles s'arrêtent même si il n'y a pas de passage, pratiquement pas de passage protégé comme en France. Il n'y en a pas beaucoup en tout cas, sauf sur les très très grandes avenues. Et elles s'arrêtent, voilà, vous passez, les voitures s'arrêtent, mais les vélos pas du tout. Là, les vélos c'est chez eux. Et alors évidemment, les Bataves, ils sont de grande taille souvent. Et filles ou garçons, vous les voyez raides comme des bambous sur leur vélo, avec un air arrogant comme peuvent l'être les Bataves quelquefois. Non, Dominique, je fais pas d'espèce de race. Attention. Hein. Mais je dis mon ressenti, parce que je suis toujours un peu distrait quand je marche, et là il y avait tellement de belles choses à regarder qu'on a évidemment les yeux fixés ailleurs que sur la route, et on est vite rappelé à l'ordre. On aurait pu très bien se faire renverser, parce qu'il semblerait, donc on a fait notre petite enquête après, et enfin c'est surtout ma camarade qui fait les enquêtes, elle a un côté comme ça, inspecteur Bourpif, voyez, et Bourrel, vous connaissez Bourrel, les 5 dernières minutes, ça c'est Piquet-Court, une version féminine bien sûr, et il paraît que oui, effectivement, là-bas il y a plein de piétons qui sont bugnés par ces cons de cyclistes, je veux dire, et en France, ils sont déjà pas rigolos là, parce qu'ils roulent sur les trottoirs. En plus ici, ils ont des pistes cyclables, ils en ont moins que là-bas, mais quand ils en ont pas, ils prennent les trottoirs. Et même sur les trottoirs, vous avez intérêt à vous garer parce qu'ils vous rentrent carrément dans le chou, quoi. Et ils sont minoritaires. Alors attendez, quand ils sont majoritaires, là, on sera comme en Batavie, quoi. Alors c'est pour dire aux camarades qui écoutent cette émission et qui seraient tentés d'aller à Amsterdam pour voir un peu ce qui se passe là-bas, pour aller visiter surtout la maison de Rembrandt, comme on l'a fait nous-mêmes, qui fassent gaffe, quoi. Bon. Ouais, en fait, faut faire attention. Moi, je suis cycliste, je défends en général le vélo, mais c'est vrai que Amsterdam, c'est très compliqué parce que je pense que c'est la notion d'espace propre et d'espace partagé. Et en fait, on s'aperçoit que dès qu'on soit en vélo, en voiture, en piéton, dès qu'on a un espace qui nous est réservé, en fait, on en devient propriétaire et on supporte pas l'ingérence de qui que ce soit d'autre. Et on n'est pas du tout dans l'idée d'avoir cet espace partagé et de faire attention à ce qui nous entoure. Ouais. Donc c'est ça qui pose surtout problème. Donc c'est vrai que le vélo comme moyen de transport est un moyen de transport quasi idéal parce que il n'y a pas de consommation d'énergie. Les chiffres montre qu'apparemment en Hollande, le taux d'obésité est un des plus faibles, justement, parce qu'ils sont toujours en train de pédaler. Par contre, oui, quand on est touriste dans une ville comme Amsterdam, où on se retrouve dans des petites rues avec des canaux qui prennent le centre de la rue et un espace avec quelques voitures garées, il n'y a plus d'espace piéton et c'est gênant, quoi. Parce que se faire klaxonner quand on est là à regarder le long des rues, ça reste toujours très désagréable, quoi. Enfin, klaxonner, c'est le klaxon des vélos. Oui, mais le klaxon des vélos est aussi, pour moi, c'est aussi violent qu'un klaxon de voiture parce qu'on est surpris, parce qu'on a juste le temps de se pousser. Enfin,
c'est pas agréable du tout, quoi. Non, bien sûr. Oui, en France, on le voit en France, mais pour les voitures qui ont les rues, ils pensent que les rues, ça leur appartient, et ils font absolument pas gaffe au passage protégé où il n'y a pas de feu rouge, enfin de feu pour arrêter la circulation. Moi, je constate chaque fois que je viens à cette émission où je pars de ma lointaine banlieue de l'Est parisien et j'attends le bus, je dois traverser 2 passages protégés sans feu rouge. Et à chaque fois, il faut vraiment que je force le passage parce que les bagnoles ne s'arrêtent absolument pas. Et quand je force le passage, ils sont pas contents en plus. Voilà, alors que normalement, ils doivent s'arrêter quand il y a pour laisser passer les piétons. Mais non. Eh ben, c'est ça qui se passe en Hollande avec les vélos. Voilà. Ouais, en fait, les statistiques prouvent que dans les villes où le vélo est largement majoritaire, il y a d'autres. Les problèmes se retrouvent de toute façon parce que on n'arrive pas non plus à avoir un flux suffisant pour que la circulation puisse s'effectuer. Même au niveau du parking, par exemple, à la gare centrale d'Amsterdam, il y a un parking à vélo qui est impressionnant, qui fait 3 étages, qui est capable de garder 10 000 vélos. Et en fait, il n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on retrouve des vélos accrochés aussi un peu partout, quoi. Donc après, ce qu'on retrouve derrière tout ça, c'est effectivement, comment on peut arriver à tous vivre ensemble. Et puis la question de nombre, quoi, parce qu'effectivement, on peut pas absorber sans arrêt un nombre croissant d'individus, de moyens de transport. Oui, bien sûr. Oui, la concentration urbaine, quoi. Voilà, c'est pas fini la concentration urbaine, parce qu'en France avant c'était la majorité de la population est à la campagne et maintenant la majorité de la population est dans les villes. Donc vous voyez, les villes se sont pas suffisamment préparées à ces exodes massifs et vous voyez, ils travaillent toujours avec des bouts de ficelle, quoi. Voilà. Donc voilà, moi je vais vous parler carrément d'autre chose. Quand une fois de plus la réalité dépasse la fiction. Je m'appelle OX 513A. Non, je ne me suis pas échappée d'une nouvelle de Philippe Cadic. Mes parents sont britanniques et j'attends d'être commercialisée au Brésil pour virevolter en milieu ouvert. C'est une première. Je suis un moustique OGM et ma mission consiste à lutter contre la propagation de la dengue. La dengue, c'est une maladie transmise à l'être humain par mes congénères femelles et pouvant entraîner des complications, voire la mort. Jusque-là, le scénario semble idyllique. On insère un gène perturbateur dans des œufs de moustiques pour les rendre dépendants à un antibiotique qui est indispensable à leur croissance. Ces moustiques mâles OGM stériles sont lâchés en pleine nature afin de s'accoupler avec des femelles sauvages pour engendrer des descendants non viables jusqu'à leur extinction progressive. Malheureusement, la réalité est tout autre. Aucune étude indépendante n'a été réalisée pour mesurer les conséquences de la production massive d'un insecte transgénique dont l'efficacité est contestée. Or, le dossier sur les résultats soi-disant probants de l'étude est lacunaire et les résultats d'essais ne sont pas publiés. Les essais réalisés avec ce même moustique génétiquement modifié dans les îles Caïmans ont également montré que la technologie n'était pas si efficace et qu'il faudrait plus de 7 millions de moustiques génétiquement modifiés stériles par semaine pour avoir une chance de supprimer une population sauvage de seulement 20 000 moustiques. De plus, ces moustiques OGM stériles ne le seraient pas tant que ça. Le fameux antibiotique dont dépendent ces insectes se trouve dans la nature, dans les eaux usées et dans la viande issue de l'élevage industriel, d'où une reproduction possible. Une étude citée par une ONG britannique évalue à 3% la possibilité de survie. Autre inconvénient, l'éradication des porteurs de dengue au Brésil laisserait la place à une nouvelle population de moustiques, un moustique tigre originaire d'Asie, également porteur de la dengue. La moitié de la population mondiale environ est exposée au risque d'après l'OMS. Donc, une mine d'or par contre en perspective pour la firme Oxitec qui commercialise donc ce fameux moustique. Les moustiques sauvages reviennent lorsqu'on arrête de traiter la zone et c'est là aussi une des clés financières pour Oxitec car les moustiques OGM fonctionnent comme des insecticides. Pour qu'ils soient efficaces, il faut inonder les zones à traiter en permanence, ce qui implique une production continue de millions de moustiques transgéniques. Il ne reste plus à Oxitec qu'à attendre la confirmation de l'autorisation par l'État brésilien avant de commencer à percevoir ses royalties. Voilà, j'avais déjà évoqué dans un précédent billet le saumon OGM qui grandit 2 fois plus vite. C'était un croisement le saumon OGM. J'avais évoqué aussi un croisement génétique entre un cochon et une souris avec un gène supplémentaire de la bactérie Escherichia coli qui rejetterait 30 à 70% de moins de phosphore dans ses excréments.
La modification génétique lui permet de mieux digérer le phosphore du maïs et du soja dont il se nourrit. Une autre animal transgénique, la chèvre, avec un gène d'araignée produisant une protéine de soie ultra solide dans son lait qui sert à la fabrication de gilets pare-balles. Donc on n'est pas prêt de s'arrêter. Bon, oui, parce que les gilets pare-balles, hein, avec les guerres qu'il y a dans le monde en ce moment et qu'il y a toujours eu et qu'il y aura encore pour longtemps. Voilà, c'est bien, c'est aussi un marché porteur, comme on dit. Voilà, en attendant, il y a des industriels qui vont se remplir largement les poches. Qui vont se gaver au mépris des vérifications, des études indépendantes, etc., etc., etc. Comme d'hab. Comme d'hab, on est voilà. toujours dans le même. Là, c'était un article qui était paru dans Bastamag. Merci beaucoup, Piquet-Cou. Je pense que nos éditeurs apprécieront le travail approfondi de recherche que vous faites comme moi-même, je l'apprécie. Ouais. C'est Radio Libertaire, hein, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mettre, sans pub. Voilà. J'entends de mon lit, la situation est tragique. J'entends de mon lit comme une musique. Un genre de moustique, un ouistiti de cet acabit. Un genre de bête vole dans la nuit. J'entends quelque chose qui bourdonne comme un moteur qui ronronne à la manière d'un énorme bombardier. Il est là tout près qui résonne, il est là qui fanfaronne. Sans cesse il passe et repasse sous mon nez. Sans bouger j'épie, paralysé par la panique. Sans bouger j'épie, tapis dans la nuit. C'est le bruit qui pique, le cri de la bête qui pique. C'est le bruit qui pique, typique au moustique. J'entends quelque chose qui bourdonne comme un moteur qui ronronne à la manière d'un énorme bombardier. Il est là tout près qui résonne, il est là qui fanfaronne. Sans cesse il passe et repasse sous mon nez. Les yeux tout bouffis à l'affût du moindre trafic. Les yeux tout bouffis, debout sur le lit. J'épie la musique, le cri de la bête qui pique. J'épie la musique typique au moustique. Je ne l'entends plus, l'atmosphère est tendue. Lequel de nous deux va frapper le premier? Je suis armé bien entendu d'une espèce de massue. La corrida va pouvoir commencer. Si j'ai bien compris, si j'ai bien saisi la tactique, ou bien je l'oxy, ou c'est lui qui pique. Je sonne la lalie, j'ouvre la lumière électrique. J'en ai ma claque de tourner en bourrique. Ça ne fait pas nombre d'un pli. Il est là, c'est bien lui qui me regarde en me faisant des pieds de nez. Il est là tout près du nombril. Il est là, c'est bien lui qui s'en va, qui s'enfuit tout là-bas dans la nuit. J'entends de mon lit, la situation est tragique. J'entends de mon lit comme une musique. Un genre de moustique, un ouistiti de cet acabit. Un genre de bête vole dans la nuit. Paladou-dip, tabidou-bidou-bidou-bap. Paladou-dip, tibou-dibou-dap. Paladou-dip, tabidou-bidou-bidou-bap. Paladou-dip, paladou-dip, paladou-bidou-bap. Richard Gottener, le moustique. Sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Vous écoutez l'émission Arracaille, comme tous les mardis matins de 11h à midi et demi. Et tout de suite, notre camarade Piquet-Cou va vous lire un extrait d'un bouquin d'Eugène Fromentin qui s'appelle « Les maîtres d'autrefois ». Voilà, alors Eugène Fromentin, c'était un écrivain et un peintre en fait qui a vécu au 19e siècle et qui était aussi à ses heures donc critique d'art et qui vers la fin de sa vie, enfin qui a été surtout connu pour ses voyages dans le Sahel et qui à la fin de sa vie a voulu se comprendre un peu la peinture des maîtres flamands et qui est allé faire un voyage donc à Bruxelles et en Hollande et donc qui a écrit ce livre sur les maîtres d'autrefois qui retrace donc la vie de Rubens, de Rembrandt et d'autres peintres flamands. La vie de Rembrandt est, comme sa peinture, pleine de demi-teintes et de coins sombres. Autant Rubens se montre tel qu'il était au plein jour de ses œuvres, autant Rembrandt se dérobe et semble toujours cacher quelque chose, soit qu'il ait peint, soit qu'il ait vécu. Point de palais avec l'état de maison d'un grand seigneur, point de train et de galerie à l'italienne, une installation médiocre, la maison noirâtre d'un petit marchand, le pêle-mêle intérieur d'un collectionneur, d'un bouquiniste, d'un amateur d'estampes et de raretés.
Nulle affaire publique qui le tire hors de son atelier et le fasse entrer dans la politique de son temps. Nulle grande faveur qui jamais l'ait rattaché à aucun prince. Point d'honneurs officiels, ni ordre, ni titre, ni cordon, rien qui de près ni même de loin a tel fait ou à tel personnage qui l'aurait sauvé de l'oubli, car l'histoire, en s'occupant d'eux, aurait incidemment parlé de lui. Rembrandt était du tiers, à peine du tiers, comme on lui dit en France en 1789. Pendant longtemps, on n'a rien su de lui que d'après le témoignage de ses élèves. Il n'avait pas vu l'Italie, ne recommandait pas ce voyage, et ce fut là pour ses ex-disciples l'occasion de regretter que leur maître n'eût pas ajouté cette culture nécessaire à ses saines doctrines et à son original talent. On lui savait des goûts singuliers, l'amour des vieilles défroques, des friperies orientales, des casques, des épées, des tapis d'Asie. Avant de connaître plus exactement le détail de son mobilier d'artiste et toutes les curiosités instructives et utiles dont il avait encombré sa maison, on n'y voyait qu'un désordre de choses hétéroclites tenant de l'histoire naturelle et du bric-à-brac, panoplies sauvages, bêtes empaillées, herbes desséchées. Cela sentait le capharnaüm, le laboratoire, un peu la science occulte et la cabale. Il n'eut pas de faste, mais il eut une sorte d'opulence cachée, des trésors enfouis en valeur d'art qui lui causèrent bien des joies, qu'il perdit dans un total désastre et qui, sous ses yeux, devant une porte d'auberge, en un jour vraiment sinistre, se vendirent à vil prix. Tout n'était pas bric-à-brac, il y avait là des marbres, des tableaux italiens, des tableaux hollandais, en grand nombre des œuvres de lui, surtout des gravures et des plus rares, qu'il échangeait contre les siennes ou payait fort cher. Il tenait à toutes ces choses, belles, curieusement recueillies et de choix, comme à des compagnons de solitude, à des témoins de son travail, aux confidents de sa pensée, aux inspirateurs de son esprit. Il avait la rage de poser devant un miroir et de se peindre, non pas comme Rubens le faisait dans des tableaux héroïques, mais tout seul, en un petit cadre, les yeux dans les yeux, pour lui-même, et pour le seul prix d'une lumière frisante ou d'une demi-teinte plus rare, jouant sur les plans arrondis de sa grosse figure à pulpe injectée. Il se retroussait la moustache, mettait de l'air et du jeu dans sa chevelure frisotante, il souriait d'une lèvre forte et sanguine, et son petit œil noyé sous d'épaisses saillies frontales dardait un regard singulier, où il y avait de l'ardeur, de la fixité, de l'insolence et du contentement. Ce n'était pas l'œil de tout le monde. Il se parait, se travestissait à la façon des gens de théâtre. Il empruntait à son vestiaire de quoi se vêtir, se mettait des turbans, des pourpoints, des manteaux, quelquefois une cuirasse. Il agrafait une joaillerie à sa coiffure, attachait à son cou des chaînes d'or avec des pierreries, et pour peu qu'on ne fût pas dans le secret de ses recherches, on arrivait à se demander si toutes ces complaisances du peintre pour le modèle n'étaient pas des faiblesses de l'homme auxquelles l'artiste se prêtait. Magnifique texte de Fromentin, voilà, qui décrit évidemment un artiste de cette époque, à ses dires et au dire d'autres spécialistes de Rembrandt, qui est probablement encore aujourd'hui un des plus grands peintres, pour moi le plus grand. Moi, j'hésite pas à prendre des risques pour dire que c'est probablement le plus grand peintre occidental que nous ayons eu et qui vivait pourtant, malgré qu'il fut millionnaire à 25 ans. Faut bien se mettre ça dans la tête. Millionnaire à 25 ans, vivait très modestement en fait chez lui. Il vivait comme quelqu'un de pas pauvre, mais sans faste particulier, quoi. Il aimait bien la bonne bouffe. Dans son atelier, on se réunissait pour faire des bonnes bouffes, mais c'était jamais quand même fastueux, comme pouvait l'être chez les aristocrates de cette époque, voilà. Par contre, il était fou collectionneur. Voilà. Il a englouti tous ses gains là-dedans, alors qu'il aurait pu facilement payer sa maison, et c'est le fait qu'il l'ait pas payé qu'il l'a foutu dans la merde. Avec tout ce qu'il gagnait, il pouvait largement la rembourser, mais il préférait s'acheter des œuvres d'art ou des curiosités plutôt que de payer le prix de sa maison. Voilà, ouais. Pour dire les choses simplement. Ouais, donc là, c'était un extrait des Maîtres d'autrefois. Moi, j'ai trouvé cet extrait dans l'intégrale de Fromentin dans un livre de la Pléiade que j'ai emprunté en bibliothèque. Nous, hier, on regardait si on pouvait encore se le procurer. Apparemment, il existe en livre de poche, mais d'occasion et rarement, quoi.
Oui, rarement, et en deux occasions, il serait aux environs de 7 €, alors que un livre, ça peut monter jusqu'à 50 €, quoi, voilà. Ouais, mais c'est un livre, à mon avis, si on peut aller lire en bibliothèque, c'est intéressant, parce que là, c'est vraiment quelques lignes que j'ai prises sur Rembrandt, mais il y a la même chose sur Rubens, c'est tous ces maîtres hollandais, et sur la Belgique à l'identique. Voilà. À recommander pour ceux que Rembrandt intrigue ou intéresse ou passionne, peu importe, pour pouvoir, et si ça peut être complété justement par un voyage à Amsterdam pour visiter sa maison atelier, c'est aussi recommandé. Voilà. C'était Fortuna, l'ouverture du Carmina Burana de Karl Hoff. Oui, c'est une suite de un peu plus d'une quarantaine de poèmes, je me souviens plus exactement. Voilà, mais plus de 40 en tout cas de poèmes concernant des choses profanes. C'est pas du tout religieux, malgré c'est une cantate, malgré ce qu'on ressent. On a l'impression que c'est un chant religieux, pas du tout. C'est du bas latin allemand et du bas latin français. Hein. Le bas latin, c'était le latin d'église. Enfin, c'est pas du latin de Virgile ou de gens comme ça. C'est du latin d'église, voilà. Celui que parlaient tous les curés, etc. Les textes étaient écrits aussi. Peut-être pas en bas latin, par contre, étaient peut-être écrits en latin pur. Et on a pensé que c'était approprié pour faire une suite au texte sur Rembrandt, au texte de Fromentin, puisque, comment dirais-je, Rembrandt était un bon vivant, qui aimait bien le sexe aussi, et la bonne bouffe, le jeûnière, etc. Malgré que je vous ai dit qu'il vivait d'une manière sans rapport avec les moyens qu'il aurait pu
qui aurait pu lui permettre de vivre fastueusement. Non, il vivait. C'était surtout son énergie passait plutôt dans la peinture que dans le luxe, quoi. Mais il mangeait bien. Il faisait des fêtes d'atelier assez bien sûr. C'est roborative, mais c'était jamais luxueux, voilà. Et donc cette musique de Karloff, cette cantate sur des poèmes de Karloff, en tout cas, nous a semblé, en tout cas cette ouverture, mais cette cantate, elle dure un peu plus d'1 heure, donc on peut pas vous passer toute la cantate. Mais en tout cas, l'ouverture était vraiment. On pense qu'elle collait bien au sujet dont on vous a parlé, voilà. On va poursuivre évidemment avec la maison et l'atelier de cet immense artiste européen, mais artiste humain. Sa peinture, c'est une peinture pour l'humanité tout entière. Voilà, une maison qu'avec Piquet-Cou on a visité, je dis il y a à peu près 2-3 semaines, je ne sais plus exactement. 2 semaines, oui, environ, à Amsterdam, qui est justement au 4 Judenstraat. Voilà, une petite rue de l'ancien ghetto d'Amsterdam, dont presque tout a été détruit, sauf cette. D'ailleurs, c'est un peu triste parce que dans cette rue, il y a un côté où les maisons sont encore à peu près sont toujours du 17e, et puis en face, c'est des buildings ultra-modernes. Et puis il y a ce petit bistrot où on était allé là, qui est en face aussi un peu plus loin, mais en face, on voit la maison de Rembrandt depuis la terrasse de ce bistrot, qui est au bord d'un petit canal. Une maison toute noire qui date du 17e aussi. Et j'essayais d'imaginer que Rembrandt avait été boire quelques gorgeons de genièvre. Voilà, cette maison, en tout cas, ce qu'il en reste, ce qui a été restauré, soi-disant, je dis soi-disant parce que je suis pas vraiment convaincu, soi-disant, d'après des documents d'époque, etc. Alors, si la maison était vraiment occupée comme ça, Rembrandt vivait vraiment comme un ascète, parce qu'il n'y a rien de luxueux dans cette maison. Il reste évidemment 2 lits clos d'époque qui n'ont pas été déménagés, parce que il y en avait un, en tout cas, où il y en a un qui n'a pas été ménagé, celui de sa deuxième femme. Oui. Ça, ouais, voilà. Et puis le reste, tout a été reconstitué. Il y a par exemple dans l'atelier de gravure, il y a une presse qui semble toute neuve, donc c'est pas là, mais elle est à l'identique de celle dont se servait Rembrandt. Une presse avec un rouleau en bois, là, vous savez, au lieu d'avoir un rouleau en acier. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Il y a aussi son atelier proprement dit de peinture, où, si vous voulez, évidemment, les palettes, les pinceaux, tout ce qu'il y avait comme décorum sont probablement des choses qui ont été reconstituées, qui sont neuves, qu'on a vieillies, etc. Parce que c'est pas vraiment, comment dirais-je, il y a des choses qui sont sûrement, enfin, je conteste pas la reconstitution, mais pas fait avec des choses d'époque, quoi. C'est les tableaux qu'il y a chez lui sont la plupart du temps des tableaux d'élèves, je pense, de Rembrandt. Ouais. Il n'y a pas de Rembrandt originaux. Non. Par contre, il y a dans le bâtiment à côté neuf, par lequel on entre quand on visite la maison de Rembrandt, on rentre pas directement dans la maison de Rembrandt, mais à l'emplacement d'une extension de la maison de Rembrandt qui était détruite apparemment, parce que sa façade était beaucoup plus large, était beaucoup plus grande. Et là, au dernier étage, il y a une exposition de gravures, par contre, de Rembrandt, mais pas que de Rembrandt. Il y a d'autres. Il y en a combien de gravures de Rembrandt ? Il y a 250 gravures de Rembrandt à peu près. Ouais, il en a fait au total 290. Il y a presque toutes les gravures de Rembrandt. Il y a aussi alors dans l'atelier de gravure, et même je crois à cet étage-là, il y a aussi des matrices, des plaques de cuivre gravées par Rembrandt. D'ailleurs, dans son atelier de gravure, il y a un graveur qui montre au public cette gravure, qui fait un tirage devant le public sur un papier évidemment conçu pour cette gravure. Et voilà, il y a des choses. Et puis il y a soi-disant ces outils, mais c'est probablement pas ces outils, mais ils utilisaient les mêmes. Alors ils ont reconstitué tout ça. Voilà, c'est passionnant, mais surtout moi ce qui m'a passionné, je vous l'aurais dit tout de suite, ce qui m'a passionné, c'est pas les lits clos, c'est pas tout ce petit bazar de la vie quotidienne, ni même sa cuisine, mais c'est l'atelier de gravure et surtout son atelier de peintre, parce que j'imaginais qu'il avait effectivement travaillé là, qu'il avait posé les pieds sur un parquet, je crois.
ce parquet. Voilà, je l'imagine devant son chevalet, parce vous savez, il tendait les toiles pas du tout comme maintenant. Il les mettait pas directement sur un châssis parce qu'il peignait beaucoup sur bois, lui. Et les toiles qu'il peignait, elles étaient tendues un petit peu comme, je sais pas si vous voyez les Indiens, comment ils faisaient sécher leur peau en les tendant sur un espèce de cadre, là. Et ben, c'était comme ça que c'était fait. C'était tendu à l'aide de cordes, très fines. Et c'est là-dessus qu'il peignait, quoi. Vous voyez, alors il fallait imaginer ça. Il n'y avait pas de chevalet à manivelle. En tout cas, lui, il n'en avait pas. À cette époque-là, il n'y en avait pas encore de chevalet à manivelle. Et c'était des chevalets tout simples, comme il y a encore maintenant, qui coûtent presque rien. Voilà. Il y avait aussi ces petites palettes qui étaient reconstituées probablement, parce que je pense que je crois que je vous l'ai déjà dit au cours des émissions l'année précédente ou celle d'avant, que contrairement aux peintres d'aujourd'hui, Rembrandt il peignait sur les toutes petites palettes. C'était très drôle de voir tout ça. Voilà. Moi j'ai été surtout impressionné par le fait, comme je le suis souvent, quand je vais dans des lieux, ou par exemple quand on va à la rue de la Rochefoucauld, là, dans l'ancien atelier de Gustave Moreau, c'est pareil. Il est même plus parlant, je trouve, que celui de Rembrandt, parce qu'il y a les meubles d'époque, c'est vraiment les siens, c'est vraiment exactement tout son petit décor de l'époque, quoi. Et ça, voilà, moi je suis bouleversé par ça, en pensant que ces grands artistes ont vécu là, quoi. C'était leur milieu, ils ont vraiment existé là. Voilà, c'est ça, moi, qui m'impressionne. Le reste, bon, je suis moins sensible. Ouais, puis il y a la pièce justement au même étage que l'atelier, là, qui est son petit cabinet de collectionneur, où il y a plein d'objets rares. Enfin, ce qu'il en reste, parce que je pense que tout n'a pas été remis. Non. Et on peut dire, en fait, ce qui a permis cette reconstitution quand même quasi à l'identique, c'est quand il y a eu la vente de ces biens, un huissier avait tout noté. Bien sûr. Donc, ce qui a permis maintenant de reconstituer son intérieur tel qu'il était. Ouais. Oui, parce que Rembrandt était en même temps. Piquet-Cou va vous reparler de Rembrandt pour ses gravures, oui, c'est ça. Je veux dire aussi que Rembrandt, je sais pas si Piquet on parlera pour ses gravures, mais c'était pas du tout ce que j'imaginais, parce que on avait vu un film sur lui assez récent. Rembrandt, c'est de qui ce film qu'on Alors on a vu un film de Charles Maton. Ouais, Charles Maton. Rembrandt, ouais. Rembrandt, oui. Qui était passionnant, mais qui était pas qui reflétait pas exactement le personnage de Rembrandt, on a découvert plus tard que c'était pas un type très sympathique. Pas toujours. Pas toujours, non. C'était un mec qui était avide d'argent. Il a d'ailleurs été précurseur des James Koons et des gens comme ça, parce que lui, si vous voulez, il faisait des prix. D'abord, il vendait très cher, mais en plus, il discutait pied à pied le prix avec ses amateurs, avec les acheteurs. Il bradait pas du tout son travail. Il a donné, si vous voulez, à l'artiste une place qu'il n'avait pas avant, parce qu'avant c'était selon le bon vouloir des princes. Lui, il s'en est complètement affranchi. Il faisait absolument ce qu'il voulait. C'est pour ça qu'on le détestait gentiment, quoi. Gentiment. Ils l'ont détesté jusqu'à le foutre en faillite, d'ailleurs, parce que c'était quelqu'un qui arrivait d'un milieu très modeste, qu'on lui reprochait souvent. On me l'a rappelé tout à l'heure, Piquet-Cou. L'aristocratie, la gentry, comme on dirait maintenant. Vous voyez, les gens comme ça, ils supportaient pas qu'un manant traite d'égal à égal avec eux. D'ailleurs, il y a un de ses principaux amateurs, c'était le prince, je sais plus quoi, là, une espèce de prince, là, qui l'avait soutenu toute sa vie. Yann Six, ouais. Ouais. Et qu'il l'a lâché, au moment où il était question de le foutre en faillite, qu'il l'a lâché justement parce que Rembrandt lui avait jamais témoigné, qui est un littérateur, ainsi que ça. Ouais, c'est un poète. Un poète, oui, on dirait plutôt. Et Rembrandt n'a jamais parlé de son travail avec lui, l'a jamais aimé. En fait, il s'en foutait complètement de la poésie de son mécène. Et l'autre, ça l'a blessé profondément, tellement il admirait Rembrandt, et que cette admiration soit à sens unique. Et voilà. Oui, il a accumulé contre lui des choses comme ça qui ont fait qu'il a tout perdu, quoi. Voilà. Donc c'était un personnage, moi, ce côté de lui, j'aime, mais ce que j'aime moins, c'est que, par exemple, ses élèves, je peux en parler, ça, ses élèves, ils payaient très cher pour être enseignés par le maître. Et il en avait beaucoup. Il leur construisait des petites cellules là dans sa maison. Il avait pour éviter qu'ils complotent, on pourrait dire ça comme ça. Et il les faisait travailler, il leur apprenait le métier avec son métier. Il devait copier les peintures que lui-même faisait, comme ses portraits, ses autoportraits, tout ça. Il fallait qu'il les fasse exactement l'identique.
Et il les vendait. Et il les vendait très cher et il filait pas une thune à ses élèves. Hein. Ça, voilà. Alors, ça lui rapportait énormément d'argent d'abord. Le coût de l'apprentissage et en plus tout le travail qu'il leur faisait faire pour apprendre sa technique, évidemment, c'est lui qui se chargeait de la vente et qui empochait le pognon. Ouais. Et en plus, hier, donc tu me racontais que maintenant, en fait, on revient sur des Rembrandt qui avaient été authentifiés comme Rembrandt et on fait marche arrière en disant, non, finalement, ça, c'est pas un Rembrandt, quoi. Ouais, par exemple, je crois que c'est le MoMA, enfin, c'est un des plus grands musées américains qui avait 40 Rembrandt. Et maintenant, il n'en a plus que 20. Parce que les experts, il y a en Hollande, à Amsterdam, il y a un institut qui entièrement consacre tout son travail, sont des scientifiques, à l'œuvre de Rembrandt, qui authentifie, qui voit les choses pour la restauration aussi, etc. Et donc, une fois que on dit que c'était pas un Rembrandt, c'est foutu. Mais ils s'en foutent. C'est des chercheurs, comme ils disent. Nous, on n'est pas, comment dirais-je, comme ça se fait souvent en France. Il y a pas de, comment on dit là, le conseiller de Hollande là. Il y a des conflits d'intérêts. Ouais, il y a pas de conflit d'intérêts. Et voilà, ils disent simplement les choses comme elles sont. Et alors là, si vous voulez, maintenant, c'est très compliqué quand il y a des ventes de Rembrandt dans les grandes salles de vente comme Sotheby's ou Christie's. Et les amateurs de Rembrandt sont vraiment ont peur, si vous voulez, d'acheter des faux. Et donc, ce grand musée américain a perdu la moitié de ses Rembrandt. C'est une fortune, évidemment, et puis le musée de Berlin, qui avait une peinture célébrissime de Rembrandt, attribuée à Rembrandt, le casque d'or, c'est terminé, c'est plus à Rembrandt. Il est la gueule des conservateurs. Et puis, par contre, il y a une toute petite peinture, là, c'est les chercheurs de cet institut hollandais qui ont dit, il y a une toute petite peinture qui avait été comme ça, qu'ils avaient eu entre les mains pour la restaurer, qui n'était pas du tout attribuée à Rembrandt, c'était pour les gens, c'était une copie qui valait à peu près 400 €, quoi, voilà. Et les restaurateurs, en dépouillant, en enlevant les repentirs, les retouches, etc., de diverses restaurations de cette petite peinture, dessous, il y avait un vrai Rembrandt. Et le vrai Rembrandt, il était vendu 4 millions de $. Vous voyez, alors les gens, les grands amateurs, les millionnaires, parce que j'avais trouvé ces interviews aussi de millionnaires collectionneurs américains ou autres, ou européens, qui achetaient des Rembrandt, quoi. C'est plusieurs millions, évidemment. Et eux, ils disaient, non, si on me dit que mon Rembrandt est pas un Rembrandt, ça enlèvera rien à la qualité de la peinture que j'ai aimée en achetant ce Rembrandt. Mais sans la signature, ça fait quelque chose, quand même. Parce que les Rembrandts qui sont pas vendus, alors attendez, les Rembrandts qui sont en quelque sorte déclassés, il y a quand même des gens qui les achètent parce qu'ils se disent ça a été déclassé là, mais ça va peut-être être reclassé dans quelques années. Parce que sur le marché de l'art, c'est un truc régulier. Aujourd'hui, on dit ça, c'est pas un vrai. Et les experts de demain, avec des moyens techniques différents, pourront dire oui, ça c'est un vrai. Donc il y a quand même aussi, donc ils ne décodent pas tant que ça. Ils décodent dans l'idée, mais pas dans les faits. Ouais, là c'est ce qui s'est passé. L'autre fois, c'est le dimanche matin sur France 5. Il y a une émission qui s'appelle La Galerie France 5 qui parle d'art. Et il y avait justement une émission dont il parlait sur la fuite en Égypte. Et je pense que c'est le spécialiste dont tu parles. Et disait que maintenant on peut vraiment attribuer ce tableau à Rembrandt. Et dit il y a 20 ans, j'affirmais exactement le contraire. Voilà. Ouais. Parce qu'il y a 20 ans, il n'avait pas les moyens techniques qu'il a actuellement pour pouvoir dater. Parce qu'il date les pigments, il regarde le bois ou la toile, ils enlèvent une petite parcelle de bois. Parce que Rembrandt peignait beaucoup sur bois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ils examinent ça, mais les anneaux de croissance et tout, pour savoir quand l'arbre a été coupé, etc., avec de quelle essence il est, si ça peut concorder avec le bois sur lequel travaillait Rembrandt. C'est invraisemblable, les moyens techniques qu'ils ont maintenant, mais ils seront encore plus évolués, probablement dans quelques années, parce que la science en tout cas parce que c'est des œuvres qui valent des millions et des millions et des millions, évidemment il y a de la thune pour essayer de les garantir, quoi. Et quand tu évoquais l'aspect financier de Rembrandt et de ses rémunérations, hier on regardait le film, c'est un autre film sur Rembrandt de Peter Greenaway qui s'appelle La Ronde de nuit, donc qui parle principalement de ce travail-là, de ses commanditaires.
Et là, tout est chiffré en fonction que ce soit le buste qui soit représenté, les épaules, enfin en fonction de la partie. Il y a un prix pour chaque. Il y a un prix pour chaque chose. C'est comme si maintenant, si vous voulez, un artiste peintre disait bon voilà, je vous fais votre portrait, ça coûte tant, mais si pour les épaules, puis il vous fait le détail. Alors il y a tant pour les épaules, il y a tant pour le machin, il y a tant. C'était débité comme dans une boucherie, quoi. Voilà, carrément, avec chaque morceau du corps qui avait une valeur qu'on additionnait aux autres morceaux du corps qui avaient une autre valeur, etc. etc. C'est fou. Ouais, alors par contre, je sais pas si je dis 2-3 mots sur les films. Oui, bien sûr. Ce film-là, par contre, c'est un film un peu long. Il dure 2 heures et quart. Ouais, qui m'a endormi dès le début. Enfin. Voilà, moi j'ai regardé la fin toute seule et je pense qu'on aurait pu enlever une demi-heure. Ça fait un peu une mise en scène un peu théâtrale. Ouais. Alors c'est intéressant sur tout le rapport justement au commanditaire et à la liberté de Rembrandt par rapport au travail qu'on lui a demandé, à ses commentaires qui n'ont pas été contents du résultat, qui se trouve bafoué. Alors Peter Greenaway part dans une histoire de conspiration qui met en scène avec une mise en scène un peu théâtrale sur le tableau. Bon, ça je pense que c'est un parti pris, je sais pas exactement après ce qu'il y avait derrière, mais en tout cas ce tableau n'a pas été forcément apprécié. Ouais. D'ailleurs, il y a des similitudes avec le comportement du Caravage dont on vous a parlé beaucoup dans cette émission, qui lui-même prenait des mendiants, des prostituées pour faire des seins ou des choses comme ça. Et Rembrandt, dans La Ronde de nuit, a pris justement un mendiant pour faire un noble. Voilà, de cette. En fait, c'était plutôt La Ronde de nuit. C'était une milice qui existait à Amsterdam, donc avec des gens, un mélange de gens, mais principalement des gens riches. Et voilà, et il les montrait d'une manière. Il les a pas traités comme on traitait les scènes comme ça à cette époque. C'était fait d'une manière très libre. Donc là, on les sent vraiment très en colère et dans le film, ils disent bon bah de toute façon, on va lui saper sa réputation, ça va être terminé de lui. Et en fait, c'est vrai que sa faillite est arrivée tout de suite dans la foulée, quoi. Tout à fait. Sa femme en plus venait de mourir. Ouais, voilà. Voilà, c'était un morceau traditionnel de musique klezmer qui s'appelle Kolomeke. Alors pourquoi une musique klezmer ? Parce qu'en fait Rembrandt donc habitait dans le quartier juif là à Amsterdam et sa femme Saskia était d'origine juive. Voilà.
maintenant, vous êtes toujours évidemment à l'écoute de l'émission Araka sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, en Dieu, 125 pubs. Et tout de suite, notre camarade de Pikachu, chers auditrices, auditeurs, va vous blablater sur la gravure de Rembrandt. Voilà. Et en fait, j'ai rapporté un livre qui était dans la boutique de la maison de Rembrandt, un livre c'est tout le catalogue de ses eaux fortes. Et je dois dire que c'est un vrai petit bonheur. Donc c'est ce qui m'a permis d'essayer de vous faire partager son travail et son talent de graveur. Donc au premier étage de sa maison, l'atelier de gravure, donc comme le disait Robert, la presse, les outils, les pointes sèches, les burins, les encres, les feuilles de papier. Donc Rembrandt a réalisé environ 290 gravures et fut autant un aquafortiste de réputation européenne qu'un peintre. Son œuvre graphique, facilement reproductible, permettait une diffusion plus grande que sa peinture et ses dessins. Sa liberté de trait, son noir profond étaient très populaires et recherchés des collectionneurs. Il se consacra à la gravure presque toute sa vie, autant durant ses années de formation à Leyde, puis ensuite à Amsterdam. Il n'y renonça qu'à la toute fin de sa vie. Ses premières œuvres graphiques sont 2 illustrations de scènes du Nouveau Testament. Puis, au départ, des scènes qu'il ne datait pas lui-même et qu'il ne signait pas. Puis après, daté par lui-même, des petits portraits de sa mère, déjà très libres, comme s'il s'agissait d'esquisses à main levée, avec des hachures qui créent un jeu d'ombre et de lumière. Des études représentant la tête de vieilles personnes aussi, un grand nombre d'autoportraits, dans lesquels il cherche à exprimer diverses humeurs et sentiments, la joie, la surprise, le sérieux, la peur. Il se met en scène à chaque fois avec une casquette ou les cheveux en broussailles, avec un sabre dressé, une écharpe, une toque de fourrure, un calot, la bouche ouverte, avec sa femme Saskia, ou encore appuyé sur le rebord d'une fenêtre. Beaucoup de sujets bibliques, principalement inspirés du Nouveau Testament, qui lui permirent d'innover dans l'emploi de la pointe sèche, une affection toute particulière pour la fuite en Égypte, qu'il grava à plusieurs reprises. Il avait une importante collection de gravures de ses prédécesseurs et épuisait librement l'inspiration. Il eut aussi d'autres sources d'inspiration, comme des illustrations de livres, des scènes de genre, dont des scènes de rue, de marchands ambulants, tels les musiciens ambulants, ou un vieillard et un jeune homme qui jouent l'un de l'orgue de Barbarie, l'autre de la cornemuse devant un couple marié et leur enfant. Une autre gravure, le colporteur de poison à rats, qui porte au bout d'une perche un panier contenant des rats vivants, et en dessous du panier des animaux morts qui sont censés prouver l'efficacité du poison. Une série de mendiants qui rappellent les gravures de Jacques Callot, qui l'a probablement inspiré. Donc Jacques Callot, dont on avait parlé dans une émission précédente et dont on reparlera quand on évoquera notre voyage à Nancy. Il y a des scènes de paysannerie également, de beuverie, des intérieurs domestiques, des allégories, des scènes de nus gravées ou dessinées d'après nature. Une représentation réaliste dans lesquelles Rembrandt utilise les virtualités de l'ombre et de la lumière plutôt que les contours réels, ce qui confère du volume aux formes. Puis des paysages, des chaumières, des moulins. L'emplacement de sa maison lui permettait de sortir rapidement de la ville, le long de l'Amster. Et bien sûr, il y a aussi des gravures de portraits et de bustes. Voilà, en ce qui concerne la partie technique, Rembrandt utilisait sur ses plaques de cuivre un vernis de sa propre composition, assez mou et pâteux, qui lui permettait de dessiner à main levée avec un geste ample, comme pour l'exécution d'un croquis. Il a cherché à diversifier ses gravures en utilisant diverses sortes de papier, comme le papier japonais qu'il attirait pour sa couleur chaude et jaunâtre, qu'il utilisait pour des paysages italianisants. La surface lisse et fine de ce papier convenait parfaitement au travail de la pointe sèche. Voilà, donc une importante collection de ces gravures est exposée dans sa maison, donc dans cette partie, la partie moderne. Une collection qui s'est étoffée petit à petit depuis l'inauguration en juin 1911, grâce à des donations de divers collectionneurs. Le Rijksmuseum donna 11 eaux fortes. La maison de Rembrandt acquit certaines gravures lors de mises aux enchères également. Et aujourd'hui, la collection offre une vue d'ensemble presque complète de l'œuvre graphique de Rembrandt, environ 250 sur les 290 eaux fortes qu'il exécuta. Outre la collection d'eaux fortes, il y a aussi des dessins et des planches en cuivre de Rembrandt lui-même. Et la maison de Rembrandt possède également un petit nombre de tableaux du maître de Rembrandt, de ses élèves et de ses contemporains. Voilà.
C'est assez, oui, c'est vraiment un grand artiste et Piquet-Cou, qui a beaucoup de fric, contrairement à certains autres animateurs de Radio Libertaire, a acheté le bouquin de gravure La Maison de Rembrandt, un catalogue d'eau forte et de cet artiste. En français, il y avait le même en allemand et le même en anglais. Et c'était le seul en français, le seul ouvrage en français sur Rembrandt qui avait à la librairie, dans cette librairie de la Maison de Rembrandt. Et alors moi j'adore surtout les mendiants, voilà. Et particulièrement, enfin, pas parce qu'elle fait pipi, mais pour l'audace de la représentation. Enfin, on est quand même au XVIIe siècle dans un pays quand même relativement puritain, parce que c'est les parpaillots qui sont à la manœuvre là-bas, et ils étaient aussi peut-être pas aussi obtus que les cathos, mais enfin quand même, il fallait quand même une certaine tenue, et Rembrandt était pour eux un débauché. Voilà, alors c'est une femme en train d'uriner, vous voyez, un gros plan sur sa foufoune, et puis aussi un mendiant en train d'uriner, pareil, avec la zigounette à l'air. Bon, évidemment que c'est un peu paillard tout ça, on peut le voir comme ça, mais disons que ça traduit bien l'espèce de liberté qu'avait Rembrandt vis-à-vis des mœurs de certains de ses concitoyens, et les mendiants particulièrement, qui pouvaient avoir ces mœurs-là parce qu'ils n'avaient pas d'endroit pour aller faire pipi, pas d'endroit pour aller faire caca. Mais c'est en France aussi, au XIXe siècle, il y a une célèbre chanson de Bruant ou d'un autre, enfin qui parle d'un mec, la chanson, qui va poser sa pêche dans un chiotte avec des carreaux de faïence blancs, et ça coûte, et il dit c'est la dernière fois que j'irai me faire truander là. Voilà, bref, donc c'est les pauvres faisaient ce qu'ils pouvaient pour se soulager, voilà. Et ça, je trouve que dans l'œuvre de Rembrandt, il y a des choses comme ça assez étonnantes sur la vie du peuple, vous voyez. Voilà. Et c'est peut-être parce que justement c'est le seul, je crois, qui ait fait ça, à part Jacques Callot évidemment, qui a fait des choses comme ça, ou sur la guerre aussi. Mais en Hollande c'était pas très courant. Ouais. Je sais pas, il n'y en a pas d'autres que tu veux commenter, non? Non, parce que le temps passe et la mort vient, ma chère. Toujours sur Radio Libertaire, c'est Art Racaille. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité. Faut qu'on le sache, même si je me répète, tant pis, c'est bien de répéter un peu toujours les mêmes choses, afin d'espérer que pour quelques-uns, ça sera acquis. Voilà, parler de la peinture, la démarche picturale du camarade de Rembrandt, je me sens un peu écrasé par la tâche, voyez-vous. Voilà, qui joue du clair-obscur, des tonalités brunes et terreuses, des empattements, d'une touche visible et grasse. Voyez-vous que c'était pas du tout à cette époque-là, vraiment, la démarche des autres artistes qui aimaient bien le lisser, et les clients aussi d'ailleurs. Rembrandt attire notre attention sur le centre de la composition. Voyez, et comment ça? Le personnage ou la scène représentée, mais aussi sur la matière colorée. Il assombrit la surface des êtres et des choses quand les peintres se soucient à cette époque-là des détails. Vous voyez, lui, les détails, c'était pas son truc. Il suggère plutôt. Les personnages surgissent du fond et apparaissent en pleine lumière. Les pigments ne sont pas seulement colorés, mais travaillés, modelés, presque sculptés sur la surface du tableau. Oui, c'était vraiment une révolution dans la technique picturale de ce XVIIe siècle hollandais. La technique chez Rembrandt évolue et s'adapte en fonction des sujets et se mélange souvent dans le même tableau. Oui, il n'était pas dans une démarche complètement structurée, etc. Voilà, il aimait bien les mélanges, il aimait bien se mettre en danger, quoi. On peut dire ça comme ça. Rembrandt a peint sur panneau de chêne, on l'évoquait tout à l'heure, étoiles préparées, c'était préparé par 3 couches successives, ce qui se fait encore aujourd'hui dans certaines techniques anciennes qu'on reprend, comme la technique de Van Eyck. Le bois est enduit d'une fine couche de craie liée à la colle, puis par une préparation d'un brun jaunâtre. Vous voyez, on peint pas sur la toile vierge, non, jamais. Les toiles sont préparées à l'ocre brun, au blanc de plomb, interdit aujourd'hui, d'ailleurs le blanc de plomb qu'on appelle aussi le blanc d'argent, parce qu'il était trop nocif, et il y a des peintres qui en sont morts, lié à l'huile cicative ou avec du blanc de plomb, ou teinté sur lequel est posée la peinture. On aimait bien le blanc de plomb parce qu'il était très lumineux, voilà, c'est pour ça qu'on l'utilisait un peu trop. Il commence par un dessin précis,
puis le sous-peint pour corriger les erreurs, puis la couche picturale pour terminer qui laisse nu le sous-peint si sa teinte convient, c'est-à-dire qu'il ne recouvrait pas forcément, il utilisait les premières couches, des fois jusqu'à la fin, il les laissait telles quelles jusqu'à la fin du tableau. Voilà, et s'il commence par un dessin précis, après il laisse, si vous voulez, une certaine liberté à la couverture picturale. Rembrandt va toujours des parties, il commence par les parties situées à l'arrière-plan, ce qui semble un peu logique, vers le premier plan. Avec le temps, et là c'est là qu'on voit l'évolution d'un peintre de cette qualité, avec le temps, il prend de plus en plus de liberté pour laisser la composition inachevée dans les parties secondaires du tableau. Ce qui sera après employé par beaucoup de grands peintres jusqu'au peintre moderne. Quant aux figures, au corps, alors, j'en recommence parce que, pardonnez-moi. Quant aux figures, au corps, il ne l'idéalise pas en particulier, mais des fois il y a des liaisons dans les phrases qui sont un petit peu dangereuses. Celui des femmes, les corps de femmes, oui. Là, il est assez, comment dirais-je, il ne fait pas de concessions non plus, malgré qu'il adorait les femmes. Même la Bézabé du Louvre, un des rares Rembrandt qu'il y a au Louvre, qui a un visage idéalisé d'une grande beauté, a un corps qui l'est moins. Elle a des mains et des pieds disproportionnés, vous voyez. Ça, c'est assez, il arrange pas les choses, quoi. Sa palette est limitée, mais le travail sur la lumière d'une grande subtilité, ma chère. Ne regardez pas comme ça, c'est vous qui me faites déraper. Il modèle surface claire et obscure dans l'espace, rendant ainsi les volumes d'une façon imparable en évitant les contrastes violents de Caravage, parce qu'on reproche souvent pour les clairs-obscurs, ces trucs-là, oui, c'est comme Caravage, oui, bon, non, pas tout à fait. Il est plus subtil. Rembrandt pense la peinture en termes de clair-obscur, que ce soit dans l'art monochrome de la gravure, et on l'a remarqué tout à l'heure en regardant des gravures sur le livre de Piquécourt, c'est d'ailleurs elle-même qui l'a remarqué les lumières dans ses gravures, qui sont comme les lumières dans ses peintures, voilà. C'est comme ça qu'on voit l'intérêt limité pour lui pour le colorisme. Oui, il n'a pas une palette très très riche. Rembrandt pousse jusqu'à l'extrême le contraste en laissant de grandes zones dans le noir opaque, comme par exemple dans la ronde de nuit, cette fameuse ronde de nuit qui a hâté sa fin, que l'on a prise pour une nocturne. Voilà, tellement c'était sombre. Rembrandt concentre de façon extrême le champ de la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous donner un exemple, en moyenne, 1/8 de la surface peinte est consacrée à la lumière. Tout le reste, c'est dans l'ombre. Alors évidemment qu'on est tout à fait attiré vers ce point lumineux. Rembrandt utilise le clair-obscur pas comme un élément de contraste, mais une forme spatiale. Un moyen de la composition du tableau. Rembrandt a réussi paradoxalement à attirer un public vers le rugueux. Vous voyez? À l'époque où on faisait que du lisse. Il a su montrer que peindre, c'est un métier d'atelier où l'on manie la matière, inconnue à cette époque-là. Je le répéterai jamais assez. Après, on a vu l'extrême comme notre peintre Eugène Leroy. Vous voyez, lui, c'était bon. On vous en a parlé ici. Voilà. Toute l'attention de l'artiste est donc concentrée sur l'acte qui consiste à poser les couleurs sur la surface du tableau, en exprimant la matérialité de l'objet produit tel une sculpture. Voilà. C'est quand même nouveau, ça. La véritable originalité de Rembrandt, c'est un jeu de contraste permanent. La technique esquissée, ce style personnel audacieux, cette approche contrastée, le caractère inachevé comme une esquisse, sont-ils donc les moyens utilisés par Rembrandt pour émouvoir ? On peut répondre oui. Cette quête d'une technique picturale originale fondée sur la chaleur, l'intensité de l'imagination n'est-elle pas un mode d'expression artistique qui décrit la légèreté de la nature, les émotions et le monde intérieur de l'âme, qui interroge aussi l'espace pictural, la composition, les formes nettes ou diluées, le souci du détail ou l'esprit synthétique du tableau.
Bon, j'espère que tout ça, c'est pas trop confus. Vous pourrez de toute façon relire ou réécouter sur notre blog www.arakai. Je sais plus quoi. FR, voilà. Bon, oui. Voilà. Un style spontané où il prône une peinture qui puisse enseigner, plaire et émouvoir. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le non finito propre aux esquisses était admiré au XVIIe siècle à cause de la spontanéité, sa faculté à pénétrer, à imaginer le monde intérieur. Les esquisses étaient depuis longtemps considérées comme le reflet de l'idée, de la pensée de l'artiste, ce feu de la manifestation de l'esprit de l'œuvre, l'expression pure de l'imagination de l'artiste. Et oui, c'est toujours valable, si vous voulez. Après, c'est de l'exécution, sauf que chez Rembrandt, son exécution était quand même totalement libre. Vous voyez, même malgré un dessin précis, il exprimait la liberté de sa création dans la manière de poser les couleurs, dans le travail même de la couleur et dans les tons qu'il employait, qui étaient toujours des tons très chauds. Voilà. Donc moi la pause musicale, j'explique un petit peu. Donc c'est une chanson de Reggiani qui s'appelle Le Petit Garçon, ce qu'on n'a pas tellement évoqué en fait la vie affective de Rembrandt, en fait qui est quand même une vie parsemée de deuil, oui. Parce qu'il a été marié une première fois donc avec Saskia. Saskia est morte de phtisie en laissant un fils Titus. Donc voilà, cette chanson parle un petit peu, imagine le père avec son fils. Et en fait avant ce fils Titus, il y avait déjà eu 2 petites filles qui étaient mortes rapidement. Qui s'appelaient Cornelia. Voilà, qui s'appelaient toutes les deux Cornelia. Et après, donc, Rembrandt aura quelque aventure avec une de ses femmes de chambre, puis il aura une 3e femme avec qui il a une fille qui s'appelle Cornelia. Aussi, et cette 3e épouse, en fait, elle va mourir de la peste. Ouais, et son fils Titus mourra à 27 ans aussi de la peste. Voilà. Et lui, donc, décédera 1 an après son fils Titus, quoi. Ouais. Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on reste tous les deux, on va bien jouer ensemble, on est là tous les deux, seuls. Ce soir, elle ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Elle écrira demain, peut-être, nous aurons une lettre. Il pleut sur le jardin, je vais faire du feu. Je n'ai pas de chagrin, on est là tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires. Il était une fois. Il pleut dans ma mémoire, je crois. Ne pleure pas. Attends, je sais des histoires. Mais il fait un peu froid ce soir. Une histoire de gens qui s'aiment. Une histoire de gens qui s'aiment. Tu vas voir. Ne t'en va pas, ne me laisse pas. Je ne sais plus faire du feu, mon enfant, mon amour. Je ne peux plus grand-chose, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on est là tous les deux, perdus parmi les choses. Dans cette grande chambre, seul, on va jouer à la guerre et tu t'endormiras. Ce soir, il ne sera pas là, je ne sais plus, je ne sais pas. Je n'aime pas l'hiver, il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien à faire qu'à jouer tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires. Il était une fois. Je n'ai plus de mémoire, je crois. Ne pleure pas.
Attends, je sais des histoires, mais il est un peu tard ce soir. L'histoire de gens qui s'aimèrent et qui jouèrent à la guerre. Écoute-moi, elle n'est plus là. Non, ne pleure pas. C'était Serge Gianni, le petit garçon. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, l'émission Arakaï, je vous rappelle le blog de l'émission, www.arakaï.fr, où vous pouvez aller consulter les émissions précédentes, les blablas qui ont eu lieu, et toutes ces choses-là, voilà. Et tout de suite, notre camarade Pichaitou, mais toujours elle à la manœuvre. Bientôt, je serai complètement inutile ici, sauf pour balayer. Bon, enfin, c'est quand même utile de balayer, hein, surtout les studios de Radio Libertaire, parce que tout le monde ne fait pas le ménage ici. Hein. C'est souvent, j'ai vu ce matin que ma camarade Pichaitou passait la balayette, donc je me suis senti un petit peu machin. On ne balance pas. Voilà. Pour les expos, à ne pas manquer surtout. Ouais, alors déjà, les expos à pas manquer, si on veut aller plus loin sur Rembrandt, donc dans les... apparemment au musée du Louvre, on peut voir le bœuf écorché de Rembrandt. Il y avait la Bethsabée recevant la lettre de David que tu évoquais tout à l'heure, mais là elle est partie en restauration, donc je pense que jusqu'en 2015-2016, elle ne sera probablement pas visible. Sinon, il y a quand même les films, j'ai envie de reciter les 3 films qui parlent de Rembrandt. Il y a un premier film de 1936 d'Alexandre Korda, un film en noir et blanc que j'ai pas vu, donc je peux pas en dire plus. Simplement, il parle de c'est Rembrandt qui perd, c'est au moment de la mort de Saskia. Donc je pense que c'est avec Charles Laughton, voilà, ouais. qui fait le rôle de Rembrandt. Il y a un deuxième film, donc celui de Peter Greenaway, qui est ce film un petit peu long donc, ouais. qui s'appelle La ronde de nuit, ouais. Et le film de Charles Maton, donc qui s'appelle Rembrandt, qui est dynamique, qui est mon préféré. Voilà. Et il faut quand même noter que Peter Greenaway et Charles Maton sont tous les deux aussi des peintres, hein, voilà. Donc c'est un regard un petit peu différent. Sinon, alors dans les expositions, il y a la petite galerie qu'on apprécie là, qui est rue François Miron, qu'on avait évoqué quand on a parlé de Petite Lino de notre amie Juliette Planck. Donc c'est la galerie L'Œil Ouvert qui a le plaisir de présenter une exposition Les uns et les unes. Donc c'est une exposition de mystique qui se tiendra du 13 mai au 8 juin 2014. Donc l'adresse c'est 74 rue François Miron, c'est juste à la sortie du métro Saint-Paul. Donc le vernissage c'est le 15 mai à partir de 18h. Et la galerie précise que l'artiste sera également présente lors d'une séance de dédicace le samedi 24 mai à partir de 17h. D'accord. Voilà, donc cette galerie donc est heureuse de présenter cette street artiste reconnue en France et à l'étranger, questionnant sans relâche l'image de la femme et de la société par la puissance, la poésie de ses mots et la force des personnages qu'elle invente. Donc elle nous invite à découvrir et collectionner des couvertures de magazines détournés dont l'exposition retentissante l'année dernière a fait bouger le tout Paris. Les pochoirs exposés à L'Œil Ouvert en mai sont en édition limitée. Les tirages sont signés, produits sous le contrôle de l'artiste et à des prix abordables pour être à la portée de tous les amateurs de l'art du détournement et des muses sexy et effrontées. La galerie précise également que les œuvres sont sur leur site internet, donc http://www.l'œilouvertaché.com/artiste/mystique. Mais vous retrouvez tout ça sur le blog de l'émission, www.arakaï.fr. Bien, merci. Voilà, donc s'il y a un autre auditeur, un auditeur qui a téléphoné, qui nous parlait d'exposition des impressionnistes au musée Marmottan. Bon, c'est une exposition qu'on n'a pas vue pour l'instant et on n'est pas du tout sûr d'y aller parce que c'est le genre d'exposition où il y a énormément de files d'attente, sauf, nous précisait l'auditeur, peut-être le jeudi en nocturne. Ouais, bien sûr. Voilà, tout de suite les œuvres de la FA. On commence par les éditions du Monde Libertaire pour un bouquin qui s'appelle L'anarchisme aujourd'hui, un projet pour la révolution sociale.
Alors là, on est en plein dedans. La misère, l'injustice, l'exploitation, la domination, le pouvoir, le sexisme provoquent quotidiennement notre indignation et notre volonté de ne pas rester passifs. N'êtes pas, chères auditrices, auditeurs, que nous ne sommes pas passifs, ni vous, ni nous. Mais si la révolte individuelle est le point de départ de toute prise de conscience, de tout engagement, seule, elle ne peut mener à grand-chose. Voilà. Pour transformer la réalité, il nous faut lui donner un sens. Passer de la révolte à la révolution, c'est d'être capable, en même temps que nous luttons contre ce système qui nous cannibalise au quotidien, d'ouvrir les perspectives d'un autre futur, de proposer un projet social, un avenir en rupture avec celui que l'on nous a concocté. Je dis bien que l'on nous a concocté et auquel nous participons en votant, enfin pour ceux qui votent. Notre contestation radicale de la société actuelle s'accompagne de la profonde conviction qu'une société de liberté et d'égalité est possible et réalisable. Cette brochure réalisée par l'Union régionale Rhône-Alpes de la Fédération anarchiste francophone en trace les esquisses à grands traits. Prix 1 €. Ah, on va pas dire qu'on vous ruine, hein. Collection hors collection, auteur Union régionale Rhône-Alpes, URRAFA. Bref, le Monde libertaire, l'hebdo de la Fédération anarchiste, en vente dans les kiosques toutes les semaines, je crois que c'est jeudi. Me gourre tout le temps. Mais en tout cas, il est en dépôt de presse à la librairie Publico. Vous pouvez y aller. Il est en dépôt de presse avec ses fils putatifs, le hors-série, qui paraît épisodiquement 4, 5 fois, 6 fois par an, et le quinzomadaire gratuit. Vous voyez, des piles à la librairie Publico. Vous pouvez les acheter, et en même temps rencontrer notre camarade permanent Laurent, qui peut évidemment vous accompagner dans vos pérégrinations à l'intérieur de la librairie, où il y a beaucoup de choses à voir, à regarder, enfin à voir si on à regarder. Oh, elle est bonne celle-là. Voilà, qui sont abordables et surtout si vous avez des questions à poser. Qu'est-ce que c'est donc l'anarchie? Eh ben, notre camarade Laurent, qui est un militant actif de cette fédération anarchiste, pourra répondre à vos interrogations. Voilà. Donc la librairie Publico, 145 rue Amelot à Paris dans le 11e, métro Bercan, fille du Calvaire. Oh, et cette librairie Publico, si vous voulez, où vous pouvez trouver, évidemment, ou commander le bouquin dont on vous a parlé aujourd'hui. Un peu difficile à trouver, mais enfin, on sait jamais, hein. Voilà. Et puis, une autre œuvre de la Fédération anarchiste, c'est justement la librairie Publico, dont je viens de vous parler à propos de notre hebdomadaire, l'hebdomadaire de la F1, le Monde libertaire, la librairie Publico. Je viens vous en faire l'apologie, là, et voilà, c'est vraiment un lieu qui existe depuis belle burette, plus de 60 ans. Pas toujours à la même adresse, mais en tout cas avec le même fonctionnement. Voilà, le même air purifiant des idéaux anarchistes, voilà, qui vous débarrasseront la tête de la pollution du social-libéralisme. Voilà. Et puis, vous pouvez souscrire à la librairie Publico à un plan de soutien, vous voyez, et si vous êtes vraiment fortuné, pourquoi pas faire un petit don en thunes sonnantes et trébuchantes. Voilà. Et puis, la quatrième œuvre de la Fédération anarchiste, celle qui vous permet de nous écouter en ce moment, c'est les radios libertaires, la Fédération anarchiste, eh bien, a besoin, elle aussi, de vos thunes en souscrivant à la carte d'auditeur que vous trouvez aussi à la librairie Publico. Tout est à la librairie Publico. Enfin, pour vous piquer des thunes, en tout cas. Mais vous remplir la tête aussi de belles idées. Hein, ça va pas l'un sans l'autre. Malheureusement, quand il y a de la thune dans le paysage, on se méfie toujours. Mais là, ce serait pas avec juste raison. Hein. Et c'est pas les impôts, là. C'est autre chose. Voilà, cette radio libertaire que vous écoutez, qui a besoin aussi évidemment de votre aide, parce que évidemment il faut entretenir le matos et c'est pas regagné, hein, avec, je répète à chaque fois, il y a quand même 100 techniciens qui se relaient dans la petite cage là de la régie, et voilà, et qui touchent à du matériel quand même très très délicat, et c'est pas toujours touché avec délicatesse. On ne dénoncera personne parce qu'on ne sait pas qui pète le matériel, mais parfois il est vraiment pété. Voilà, alors donc une carte d'auditeur à 20 €, hein, c'est quand même bon, ça va, ça vient, hein, c'est pas évidemment. Il y a des gens qui peuvent pas, mais pour ceux qui peuvent, n'ayez pas de retenue. Allez-y. Voilà, Radio Libertaire.
que vous pouvez écouter évidemment sur le net. Vous tapez Radio Libertaire et vous aurez tout ce qu'il vous faut là pour pouvoir accéder à la grille des émissions et que vous pourrez réécouter au moins pendant un mois. Voilà, cette émission, en tout cas, pendant un mois. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, n'est-ce pas, cher Piquet-Cou ? Tout à fait. Tout à fait, Lucien. Bon, eh bien, je vais vous saluer, camarades auditeurs, en vous remerciant évidemment de consacrer un peu de temps. Et en même temps, je voudrais saluer deux auditeurs qu'on n'a pas salués depuis très longtemps. Voilà, c'est un message perso, hein, mais bon, vous nous excuserez, ça coûte pas c'est pas un truc de perversion financière. C'est deux retraités qu'on aime beaucoup, qui habitent à la Nation, Claude et André, coucou, Claude qui aime bien notre émission quand il y a des chansons des années 30, vous voyez, mais on peut pas en mettre tout le temps non plus. On est désolé, Claude. Hein. Ben bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà. Alors, hein, on vous salue tous les deux. On espère que vous allez toujours très bien. Vous êtes toujours aussi optimiste, aussi allant à plus de 80 ballets. Voilà. J'aimerais bien être comme ça quand j'atteindrai cet âge. Bah, c'est fini. Ouais. Allez, salut. Ouais, moi, je vais juste faire un petit coucou à l'équipe des Cailloux dans l'engrenage, parce que c'est trois nanas qui font une chouette émission. Donc, je sais qu'elles nous écoutent régulièrement, donc je leur fais un petit coucou. Et là, je vais terminer avec une chanson donc de Dick Hanegarn, Ubu. Et puis, la semaine prochaine, nous parlerons de notre voyage à Nancy, au musée des Beaux-Arts de Nancy, donc d'artistes nancéens. Je vous dis au revoir. Dans un pays pas très loin d'ici, dans un pays plat, aussi plat qu'un plat, aussi petit qu'un petit confetti, il y avait pas de loi et chacun pour soi. Il avait un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout dodue, la mère Ubu. Bête et méchant, les deux emmerdants, n'aimaient que l'argent et la crème Mont Blanc. Ils avaient un plan pour un coup d'état, pour un pif pour pan avec un bazooka. Ils avaient un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout dodue, la mère Ubu. Puis le jour vena où Ubu et le roi se rencontra, twist ya ya ya. Après l'entrevue, un tout à cul, merde dit Ubu et le roi est mouru. Il avait un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout dodue, la mère Ubu. Et tu n'as pas fait un seul geste pour essayer de la retenir. Comment ça va? Je viens pour te prendre. Désormais, je serai ta maison. Nous irons partout ensemble.
tu n'as plus trouvé la tendresse. Et puis ton visage t'a dit, nous n'avons même plus la jeunesse. Et la nuit t'a dit, salut, comment ça va? Je viens pour te prendre. Désormais, je serai ta maison. Nous irons partout ensemble. Ensemble.